Allez. Bon. Dos. 2, 3, 4, clap. Bonjour, je suis Youssef El Baba, je suis ingénieur et écrivain. J'aimerais présenter aujourd'hui un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est à propos de l'accélération et le comportement humain et sa relation avec la post-vérité. Donc, pour introduire, je vais expliquer ce que j'entends par l'accélération dans un moment. Généralement, c'est un phénomène qui englobe toutes les sphères de la vie, qui a à voir avec le rythme de vie très accéléré dans l'ère moderne. J'aimerais faire le lien entre ce phénomène et des enjeux actuels très importants. Tout d'abord, j'aimerais expliquer comment ce phénomène aboutit à un débordement de la cognition et du cerveau humain, et ceci à un des phénomènes de post-vérité, mais aussi comment ça pose des dangers à la démocratie et à la liberté individuelle. Comment ce genre de développement aboutit à des sociétés parallèles et au moins à des inactions aussi envers des enjeux existentiels pour certains, comme le changement climatique. Donc, qu'est-ce que c'est l'accélération? Qu'est-ce que je veux entendre par l'accélération? En fait, c'est quasiment la propriété qui définit la modernité. C'est-à-dire, ça veut dire que le temps devient une ressource toujours plus rare et toujours plus dense. Et cette densité et cette rareté, elle devient de plus en plus exacerbée avec le temps. Ceci a commencé avec le début de la révolution industrielle, et ça a pris depuis tous les sphères et tous les domaines de la vie en soi. Et en fait, c'est devenu un cycle auto-alimenté. Donc ce qu'on appelle un feedback loop en anglais. Donc pour montrer ceci, en fait, il suffit de montrer juste quelques exemples. Donc si on commence avec une société où la rareté, où la densité du temps est déjà donnée, ce qui est le cas de la société actuelle, la société, elle va généralement engendrer ou innover des changements technologiques pour remédier à cette rareté ou à cette densité de temps. Typiquement des appareils électroménagers ou des changements plus profonds comme l'Internet ou les chemins de fer. Et justement pour certains de ces changements, donc les chemins de fer ou l'Internet, typiquement, ils engendrent des changements et des bouleversements sociaux très profonds. Avec Internet et les chemins de fer, c'est très clair historiquement. Maintenant, les bouleversements sociaux eux-mêmes engendrent en fait une accélération du rythme de la vie. Pour donner un exemple, le fait que la fréquence des changements de job ou de domicile qui sont liés, si elle s'accélère, en soi, ceci engendre en fait une accélération du rythme de vie. Donc, par exemple, on ne peut pas comparer quelqu'un qui vit toute sa vie dans un même village avec quelqu'un qui déménage chaque 3-4 années. Typiquement, le deuxième, il va avoir un rythme de vie beaucoup plus hectique. Et bien entendu, l'accélération du rythme de vie engendre encore plus de rareté et de densité du temps qui recommence tout ce cycle. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui a commencé avec le début de la révolution industrielle, mais qui a pris une vie indépendante en soi. Et cette accélération, elle se traduit par des demandes incessantes sur l'attention et sur le temps des gens. Donc typiquement, ça se traduit par un bombardement par l'information, souvent inutile, et rien à voir avec ce qui est important dans le présent. Mais aussi par de nouvelles normes sociales, comme par exemple les notifications, le fait qu'on est attendu à ce qu'on réponde instantanément à toute forme d'interaction. Et ça paraît banal pour commencer, mais en fait, cette accélération, elle est très problématique parce que en fait, elle aboutit inévitablement, et c'est ce que j'essaierai de montrer, à un débordement de l'être humain. Donc, pour comprendre ceci, il suffit d'étaler un peu les connaissances scientifiques de base à propos du fonctionnement du cerveau humain et de la cognition humaine.
Donc pour commencer, un aspect très très important des êtres humains et comment ils fonctionnent est le fait que la mémoire vive ou l'attention chez les êtres humains est une ressource très très limitée. En fait, il s'agit de 3, 4 ou 5, maximum 7 places dans la mémoire vive humaine. En fait, c'est-à-dire qu'un être humain peut généralement faire attention seulement à 3, 4 ou 5 choses distinctes. Et la disponibilité de cette attention, de cette mémoire vive, par contre, elle contrôle la capacité à la pensée approfondie et correcte. De l'autre côté, la mémoire plus générale ou plus long terme chez les êtres humains, elle est associative. Complètement associative dans le sens où elle fonctionne à partir de liens, en utilisant des liens et des déclencheurs. C'est-à-dire pour se rappeler d'une certaine mémoire, elle a besoin en fait d'un stimulant, d'un déclencheur qui est lié à cette mémoire. Et elle ne peut pas fiablement reproduire les mémoires sans déclencheur. Le changement de sujet chez les êtres humains, surtout quand c'est rapide et quand ça passe d'un sujet à un autre qui est complètement différent, est très coûteux chez les êtres humains. Ça demande des ressources énergétiques dans le cerveau très très considérables. Par contre, ceci devient la règle aujourd'hui plutôt que l'exception, justement à cause de ces notifications et ce genre de changement. Et ceci est encore plus inquiétant si on reconnaît que la discipline, en fait, la volonté, la capacité à prendre des décisions généralement et à penser, est justement limitée par ce budget, ce qu'on appelle l'épuisement mental. C'est qu'en fait, la discipline, la volonté, les décisions, le changement des sujets, etc., tout ceci puise dans un même réservoir d'énergie mentale, ce qui est en fait le glucose dans le cerveau, qui est limité. Et par contre, l'absence de ce budget ou de ce réservoir, quand il est épuisé, inhibe la pensée approfondie et correcte et rationnelle. Ceci devient clair quand on commence à puiser dans les sciences cognitives. En fait, d'après la recherche cognitive, surtout du lauréat du Nobel, Daniel Kahneman, il existe 2 systèmes de pensée chez les êtres humains. C'est ou bien le système 1, ce qui est largement le système inconscient, plutôt irrationnel, léger dans le sens où la pensée est légère, pour dire, mais aussi la pensée, c'est léger dans le sens où ça n'a pas besoin de beaucoup de ressources énergétiques dans le cerveau pour fonctionner. Et c'est un système très rapide, qui est aussi promu par une vitesse de pensée rapide. Le système 2, par contre, est un système plutôt conscient, rationnel, largement, mais aussi lourd. Et lourd dans le sens qu'il a besoin de ressources énergétiques très très importantes dans le cerveau pour fonctionner. C'est aussi un système lent. Un système très lent qui est aussi promu par une vitesse de pensée lente. Ce système, en fait, il a besoin que la mémoire active ou vive, l'attention de quelqu'un soit non occupée, soit disponible. Sinon, il ne peut pas fonctionner comme il faut. Le fait que le système 1 soit plus léger que le système 2 est la raison, en fait, pourquoi les êtres humains fonctionnent avec le système 1, intéressamment, par défaut. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la paresse cognitive, par défaut chez les humains. En fait, l'être humain, c'est un animal qui essaye, par défaut, d'éviter l'effort mental. C'est le cas. Ce qui est inquiétant, c'est que ce système 1 est une source de plusieurs erreurs de jugement et de pensée, et de biais cognitifs, d'heuristiques de pensée, qui sont des sources de mauvais jugements et de mauvaises décisions. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une autre pandémie actuelle que le Covid-19, c'est la pandémie d'espace mental et la pandémie du manque de temps. Et en fait, ce qui est inquiétant dedans, c'est que ces 2 ressources sont les ressources en fait dont le système 2 a besoin pour fonctionner. Et du coup, en leur absence, c'est le système 1 qui va régner. Le système 1 qui est plutôt irrationnel.
Donc, sur cette situation, en dessus de cette situation neurocognitive, il s'ajoute des éléments aggravants. Pour commencer, il y a certaines lacunes dans le système scolaire qui n'aident pas les gens à dépasser ces limites. Donc, pour commencer, les matières comme la logique, la non-logique, le syllogisme et ce genre de thèmes ne sont en fait pas enseignés, largement. Dans la plupart du monde, ne sont pas enseignés. Par contre, des thèmes comme les maths, la chimie, la physique sont enseignés. Ceci est dû, déjà pour commencer, au fait que ces matières sont plutôt des matières techniques qui sont bien ou utiles pour le marché du travail. Mais c'est aussi dû à une confusion qui imprègne toute notre société, surtout certains domaines comme l'académique, etc., où on confond la logique avec les mathématiques. Ce qui n'est pas la même chose. Donc, en fait, les maths sont une partie de la logique, mais la logique est plus générale que les maths. Les maths sont de la logique, mais la logique n'est pas des maths. Donc, en fait, la logique est un domaine beaucoup plus fondamental et large, qui s'applique à beaucoup plus de domaines que les maths peuvent être, où les maths peuvent être utilisées. Ce qui est encore plus inquiétant dans le système scolaire, vu justement ces connaissances neuroscientifiques et sciences cognitives, c'est qu'elles ne sont pas enseignées. Il y a une absence totale de neurosciences et de sciences cognitives dans le programme scolaire. Maintenant, vu ce système scolaire et les connaissances qui ne sont pas enseignées, il n'est pas étonnant que les gens fonctionnent d'une manière qui n'est pas très compatible avec le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire, la plupart des gens, en fait, ont tendance à se gérer complètement mentalement, c'est-à-dire à gérer toutes les informations qu'ils reçoivent, toutes leurs tâches, tout leur engagement, toutes leurs idées, de manière complètement mentale, sans écrire, sans rien gérer de manière externe. Et du coup, ce qui est problématique avec ce genre de fonctionnement, qui est majoritaire, et que ça déborde l'attention des gens, cette mémoire vive, parce que justement elle est très limitée. Les gens utilisent après, par défaut, parce que c'est la seule alternative, la mémoire long terme, mais la mémoire justement non fiable, parce qu'elle ne peut pas être utilisée sans déclencheur externe pour se rappeler de certaines mémoires, etc. Donc en fait, ce genre de gestion mentale, généralement, elle n'est pas optimale. Et elle épuise aussi d'autres parties. Le budget mental dont j'ai parlé. Donc, en fait, elle conduit à l'épuisement mental. Et pour conséquence, ça a que les gens fonctionnent par autopilote à la fin. Et ceci n'est pas si anodin parce que autopilote, ça veut dire non pas seulement de l'inaction et de la perte de contrôle, mais aussi du manque de discipline et aussi du manque de capacité de penser. Ça aboutit à une pensée légère, soi-disant. Maintenant, ceci est du côté du cerveau humain et de la cognition humaine. Mais il existe aussi des éléments aggravants ailleurs, dans le domaine technologique et social. Surtout qu'on a développé depuis 2005 environ des réseaux sociaux et on a changé complètement notre relation à la technologie à travers les smartphones. Le problème avec ces développements est que ça a engendré toute une économie autour de l'attention. Donc cette mémoire vive qui est limitée. En fait, il y a toute une économie qui a comme tâche actuellement de vendre l'attention des gens à des publicités. Parce que justement, la publicité est seulement utile si quelqu'un y fait attention. Et ces plateformes comme Facebook, YouTube, etc., elles ont tout intérêt en fait à coller constamment une partie de l'attention des gens à leur plateforme. Et c'est pourquoi elles utilisent des tactiques d'addiction et des notifications constantes pour justement garder tout le temps une partie de l'attention collée. Et ceci après a engendré tout un tas de normes sociales qui ont encore empiré ce cycle d'accélération dont je t'ai parlé. Par exemple, l'attente à ce que tout le monde répond instantanément aux messages, tout le monde regarde instantanément les notifications, etc. Ceci est d'un côté, du côté de l'attention, mais aussi du côté de l'émotion.
ces plateformes ont un intérêt fiscal, c'est-à-dire à promouvoir des contenus scandaleux, surtout émotionnellement enrageants, très très scandaleux, parce que c'est justement ce qui y attire les gens et qui les laisse coller sur la plateforme. Et du coup, ceci est en fait la tempête parfaite, parce que si on comprend à travers la science que l'émotion est du règne en fait du système 1 irrationnel, plutôt irrationnel. Et l'attention est une ressource qui est requise pour le fonctionnement du système 2 plutôt rationnel. Enrager l'émotion et engager l'attention ne fait que pousser les gens à utiliser le système 1, inévitablement. Et donc penser de manière irrationnelle et faire des erreurs de jugement et de pensée. Donc ceci a des conséquences et des dangers considérables mais inévitables. Donc c'est en fait ce qui engendre le phénomène post-vérité qu'on vit actuellement, mais aussi d'autres phénomènes comme les stéréotypes, l'usage des préjugés, la tendance à trouver des boucs émissaires, l'extrémisme politique et religieux, généralement une population qui devient de plus en plus irrationnelle. Au moins aussi, ça engendre dans certains thèmes de l'inaction, à cause du manque de discipline, de volonté. Et ceci peut être envers des enjeux majeurs qui sont en fait existentiels, comme par exemple le changement climatique. Donc je vais commencer en détaillant un des dangers de cette situation, qui sont les théories de complot et leur relation avec la post-vérité. Donc en fait, les théories de complot ne sont rien d'autre qu'une réaction ou une interprétation très facile de la réalité qui est en fait très complexe. Ceci peut être constaté déjà en observant que la majorité des gens actuellement dans notre société accélérée fonctionnent d'une manière épuisée. Donc, en fait, ils sont mentalement épuisés. Et ceci est dû à plusieurs facteurs. Déjà, le travaillisme, c'est-à-dire la place et la priorité absolue que le travail prend dans notre société par rapport à d'autres sujets, à d'autres thèmes ou sphères de la vie. Le productivisme et des tactiques que les gens utilisent, comme par exemple éviter ou raccourcir le sommeil pour essayer de gagner du temps, ce qui en fait engendre encore plus de problèmes de pensée et de jugement. Tout ceci engendre un épuisement mental, ce qui engendre une pensée irrationnelle à la fin. Et en fait, ce qui est ironique, c'est que les gens utilisent en fait les réseaux sociaux pour se récupérer ou se recharger en soi, en disant mais en fait c'est une spirale infinie, parce que ces réseaux sociaux sont une des raisons pourquoi ils sont épuisés. Pour commencer, à travers ces systèmes de notifications et de changement de sujet qui découlent, et d'autres aspects psychologiques, etc. En fait, la plupart des gens, donné le monde extrêmement complexe dans lequel on vit, étant épuisés, vont chercher ou ont tendance à chercher des solutions plutôt simplistes de la réalité. C'est exactement ça, les théories de complot. En fait, c'est une simplicité artificielle qu'on essaie de trouver dans un monde très complexe. Un exemple phare dans cet égard est la pandémie qu'on vit actuellement. Donc en fait, le Covid-19. Donc le Covid-19, il est dû à une conglomération complexe de causes, mais aussi une interaction avec du hasard. Des causes comme l'expansion urbaine, la densité urbaine, les flux migratoires sans cesse, la globalisation, la mondialisation, c'est-à-dire mais aussi par exemple la consommation de la viande sauvage, le grignotage de l'habitat animal sauvage, etc. Et ce genre de réalité complexe, de conglomération complexe, c'est trop difficile pour les gens à comprendre. Et du coup, c'est naturel pour les gens de proposer des réinterprétations alternatives, mais qui sont plus faciles. Et ceci, en fait, est encore plus observable parce que il est clair qu'il y a eu un confinement, il y a eu plusieurs confinements dans cette crise qui ont été imposés.
qui ont dû aussi, qui ont causé des pertes de loisirs, des pertes de contacts sociaux, etc. Tout ça qui a encore plus puisé dans le réservoir de discipline des gens et qui a encore plus exacerbé l'épuisement mental. On couple ceci à des pertes de travail, d'emploi et à une précarité économique croissante qui pèse davantage sur la discipline et sur l'humeur des gens, et il ne faut pas s'étonner qu'on a les théories de complot. En fait, c'est exactement cette stratégie inconsciente que les gens utilisent. C'est de réinventer la réalité qui dérange. S'il existe une pandémie actuellement qui m'a coûté mon job et ma vie sociale et mes loisirs, ben je réinvente une réalité où cette pandémie a été inventée ou surreprésentée ou ou déproportionnellement mise dans la sphère publique. Et en fait, ce genre de réaction, ça relève de la paresse cognitive en soi, parce que justement, c'est l'être humain qui essaie d'éviter la discipline et l'effort mental et tout ce qui est mauvaise nouvelle, etc. Et en fait, cette paresse cognitive, elle relève du système 1. Et il est intéressant de voir que dans les théories de complot, il y a souvent en fait cet usage de corrélation ou de raccourci, comme par exemple la confusion entre la corrélation et la causalité. Le fait que deux événements arrivent en même temps ne veut pas dire que l'un a causé l'autre. Mais c'est typiquement ce que les théories de complot utilisent en fait. Par exemple, les théories de complot sur les vaccins. Le fait qu'il y ait un vaccin et qu'il y ait une maladie après dans la personne qui l'a pris, ou même une mort, ne veut pas dire que le vaccin a causé ceci. Mais en fait, c'est intuitif de supposer ça, même si c'est pas correct. Donc en fait, tout ce genre de phénomène ou de mécanisme, il engendre à la fin un extrémisme, de l'extrémisme politique. Il est intéressant ici de prendre l'exemple du concept du burn-out de responsabilité. C'est un concept en fait de l'extrême droite allemande. Il s'agit de ça, il s'agit de leur opinion, de reconnaître qu'il y a trop de demandes, qu'il y a toujours plus de demandes de tâches, des minorités qui réclament encore plus de droits et des changements sociaux, etc. Tellement que ça aboutit au débordement, justement à l'épuisement de l'espace mental et à l'épuisement mental. Et ceci, on connaît à travers la science, il produit de la pensée irrationnelle. Donc ces gens ont en fait tendance effectivement à révertir sur des schémas noir-blanc, à des boucs émissaires, à du complotisme, etc. C'est en fait ce genre de terrain qui est très propice à l'extrémisme et aux préjugés. Plus généralement, ceci aboutit à des phénomènes plus graves et plus long terme, comme par exemple le phénomène de post-vérité qu'on vit actuellement. Et ça peut être même plus inquiétant quand on lit ou quand on fait la liaison avec le totalitarisme. Pourquoi je dis ça? Et que si on prend en fait la liberté individuelle, en fait il existe une relation directe entre les faits et la vérité et la liberté individuelle. Parce que la liberté de l'un s'arrête où la liberté de l'autre commence. Et en fait, la frontière entre les deux libertés, c'est exactement déterminé par les faits et la vérité. En fait, je pense, c'est ce que George Orwell voulait dire dans son roman 1984, qui est un roman sur la dystopie totalitariste. Il y a une citation dedans où il dit la liberté, c'est la liberté de dire que 2 plus 2 font 4. Et que si ça c'est admis, tout y suit. Et en fait, quand on s'approfondit dans la littérature plus analytique sur le totalitarisme, surtout Hannah Arendt par exemple, il devient clair en fait que ce genre de conglomération, de complotisme et de théories de complot et de circonstances pesantes sur l'état mental des gens, ça aboutit au totalitarisme. Un exemple ici intéressant, c'est le nazisme. Donc en fait, il y a
un historien allemand qui a étudié le nazisme, ou dans une interview qu'il a donnée, il décrit des gens qui décrivent le nazisme en termes de bruit, où c'est quasiment comme un bruit, une avalanche d'actionnisme, d'activité sans cesse, qui les a englobés et bousculés. Et en fait, c'est souvent, d'après lui, une tactique, justement, que, si ce n'est pas la cause, en tout cas une tactique que les régimes totalitaires utilisent et promettent, parce que justement, ça les aide à pousser les gens vers l'extrémisme et à réduire le temps de penser que les gens ont à disponibilité. C'est souvent une tactique de dictature, en fait. Ce n'est pas pour nier le lien au chômage qu'il y a dans l'essor ou dans l'avènement du nazisme, mais en fait, le chômage en soi, je vais expliquer pourquoi dans un moment, lui aussi, il engendre l'extrémisme, en fait. En tout cas, c'est un des facteurs qui peut engendrer l'extrémisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, après le nazisme, c'est vrai qu'il y a eu un essor économique, une accélération soutenue pour plusieurs décennies. Mais en fait, il y a eu moins de problèmes dans cette période parce que dans le temps, la société était en plein emploi, généralement. Tout le monde était au travail, généralement en temps complet. Et c'est dans cette période qu'il y a eu l'essor du consumérisme. Ironiquement, la démocratie a été protégée par ce genre de situation parce qu'en fait, les gens ont bien été complètement occupés par le travail, ou bien sinon, quand ils travaillaient pas, ils étaient en train de consommer. Donc en fait, ils n'avaient pas le temps trop pour devenir extrémistes. Mais depuis ce temps, clairement, le marché du travail a changé et les conditions du travail ont changé. Les conditions du monde ont changé drastiquement. Déjà, on connaît actuellement que ce genre d'essor économique sans cesse et de croissance, c'est pas durable. Et c'est en fait exactement ce qui a causé la crise climatique. Donc ce n'est plus une option. Et depuis ce temps, il y a eu une perte systématique et permanente d'emplois non qualifiés. Et ce ne sont pas des emplois qui ont été remplacés par d'autres dans d'autres domaines. En fait, c'est des emplois qui ont été supprimés. Et parfois, ils ont été remplacés par des emplois entre guillemets, mais plus précaires. Et c'est la classe du précariat qu'on a créé. C'est-à-dire le passage d'emplois, certes non qualifiés, mais en tout cas contractuels, à des emplois même sans contrat, c'est-à-dire l'ubérisation de l'économie. Et cette classe du précariat est en fait souvent épuisée et confrontée souvent épuisée à cause de sa situation très précaire, des circonstances de vie plus difficiles qu'elle vit. Et confrontée à la complexité du monde, elle a tendance justement à tomber dans l'extrémisme. De l'autre côté, si on prend l'inaction en soi, elle peut être dangereuse. L'inaction due à ces circonstances, si on prend des thèmes spécifiques. Donc en fait, l'épuisement mental est temporel. Le manque de temps et le manque de discipline et de volonté chez les gens, dû à ces circonstances, est très problématique quand on prend des sujets et des enjeux où un effort drastique et majeur est requis de tout le monde. C'est typiquement en fait la lutte contre le changement climatique. En fait, ceci demande un changement de tout, quasiment de toutes les sphères de la vie, de toutes les sphères de l'économie, tout ce qui... ça peut aller des voyages jusqu'à la vie sociale, jusqu'à la communication, jusqu'à l'alimentation. Et ceci est un changement et une recalibration tellement totale de tout que ce n'est plus possible dans les circonstances que j'ai décrites. En fait, si on prend le modèle de travail standard qui existe actuellement en Occident, en fait, c'est le temps complet, c'est-à-dire les 35-40 heures en fonction des régions, même sans compter les trajets. Généralement, c'est un modèle où ou bien on travaille ou bien on ne travaille pas. C'est-à-dire, ou bien on travaille à 100%, 35-40 heures, ou bien pas du tout, on est en chômage.
c'est du non ou tout, et le temps partiel n'existe quasiment pas, ou c'est très marginalisé, et c'est même utilisé par des populations qui sont en soi eux-mêmes marginalisées, comme les femmes, historiquement. Le travail, il est encore épuisant, par contre. Du coup, on a deux catégories de gens, quasiment uniques, pas d'autres. Les gens qui travaillent. Donc si on travaille, il est clair qu'il y a un manque sévère de temps et d'énergie, parce que le travail est épuisant avec ce genre d'horaire de 35-40 heures. En fait, on a le temps de rien faire à côté. Et du coup, il n'est pas étonnant que ces gens ne sont pas prêts et n'ont pas l'effort et le temps, et la capacité mentale et la volonté et l'énergie de faire l'effort requis pour lutter contre le changement climatique. Et si on ne travaille pas? Et si ça devient intéressant, parce que, en fait, si on ne travaille pas, c'est aussi pas une solution, et c'est en fait encore plus grave parfois, parce que justement, on tombe dans l'extrémisme et dans le complotisme. Si on ne travaille pas, on est généralement pas débordé par le manque de temps, mais par le temps soi-même. C'est-à-dire, il y a deux extrêmes. Si on a beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, c'est aussi un débordement, parce que c'est connu que c'est évident que les gens qui ont une infinité de temps, complètement libre, sont exposés à des choix de consommation et d'activité et d'occupation infinie, quasiment, tellement qu'ils n'arrivent pas à faire le choix. C'est une compétence en soi de pouvoir choisir, de pouvoir se gérer et gérer ses choix. Ceci, en fait, c'est un paradoxe connu dans la science, c'est-à-dire quand l'être humain est confronté à un choix infini, généralement, l'être humain n'arrive pas à faire un choix satisfaisant, parce que justement, le nombre de scénarios qu'il faut évaluer pour pouvoir faire le choix est tellement grand qu'une personne n'arrive pas à le faire. D'un autre côté, les gens qui sont au chômage ont clairement un problème où leur chômage et leur précarité économique, généralement, engendrent des manques et une situation de rareté qui pèse sur leur bien-être et leur humeur. Et ce qui empire au lieu d'améliorer leur état mental et leur réservoir ou leur budget de discipline et de volonté. Donc, ces catégories de population, les chômeurs, généralement, ils sont encore plus susceptibles à l'extrémisme et aux théories de complot. Mais justement, c'est intuitif encore si on comprend ces phénomènes de cette manière. C'est-à-dire, si les théories de complot et l'extrémisme sont une manière de renier justement la cause de l'épuisement chez la personne. C'est-à-dire, si pour ces personnes, pour ces catégories de la population, souvent ils ont l'impression que le système ou les immigrés par exemple ou la mondialisation est la raison pourquoi en fait ils ont perdu ils ont été déclassés ou ils ont perdu leur emploi, etc. Donc ils ont tendance à renier ou à inventer des complots sur ces phénomènes. Par exemple, une élite mondialiste qui contrôle tout, ou les immigrés les prendre pour des boucs émissaires. Ce genre de situation est très attractif, ou ce genre de réponse est très attractif pour ces gens, parce que ça les aide à remettre en cause la raison pourquoi ils ont été déclassés ou pourquoi ils sont en situation de précarité et de souffrance. Pour conclure, donc en fait, dans cette présentation, j'ai essayé de donner une interprétation de l'accélération observée sociologiquement qui touche toutes les sphères de la vie, en termes de lien et montrer avec et de montrer pourquoi elle est en fait pas compatible avec le fonctionnement du cerveau et de la cognition humaine. Pourquoi ceci est important ? En fait, j'ai essayé de donner cette présentation parce que ce genre de circonstances et d'accélération constante, en fait, engendre un glissement dans un monde post-factuel dans lequel on vit déjà. Et c'est dangereux parce que si on revient à des idées des Lumières et de la démocratie libérale, la démocratie libérale, en fait, elle peut seulement fonctionner
pourvu qu'il y a des citoyens rationnels et bien informés. Ce qui est de moins en moins le cas actuellement à travers ce que j'ai décrit. Ceci lié à notre système scolaire qui a perdu la boussole avec une focalisation surproportionnée sur les compétences techniques, justement parce qu'il a tendance à produire des travailleurs et non pas des citoyens. Et on peut se demander si ce modèle de démocratie libérale est viable en fait dans ce genre de circonstances, si les idées des Lumières, des droits humains sont en fait viables dans ce genre de circonstances. Et en fait, mon observation est que non, ce n'est pas viable. Parce que si on regarde des exemples historiques, en fait, la dérive post-factuelle et l'extrémisme et ce genre de circonstances, le populisme, ils ont justement été abusés par des pouvoirs pour commettre des crimes de guerre et des atrocités. Donc si on prend les exemples du nazisme, qui ont utilisé justement leur propagande et leur science sur la race aryenne pour commettre l'Holocauste dans le temps. Actuellement, c'est le régime syrien qui commet des crimes de guerre en impunité, parce qu'ils arrivent à faire une propagande poussée par eux et par la Russie pour déflecter ou détourner la discussion d'une manière post-vérité dans les médias. Ce genre de situation avec les théories de complot, ça a déjà été connu avant, mais ça a commencé à être flagrant avec la pandémie de Covid, parce que ça a été clair que ça a des coûts humains et des coûts pour tout un chacun. C'est-à-dire, c'est ce que nous a donné en fait le phénomène Trump et son extrémisme, jusqu'au point qu'ils ont envahi le Capitole américain et ils ont été à 2 poils de la dictature. Donc en fait, ce genre de situation, il est explosif, justement à cause de ces circonstances qu'on a acceptées pour le moment. Dans les thèmes actuels, il existe par exemple l'exploitation de la pandémie de Covid-19 par l'extrême droite, ce qui est observable, mais aussi l'inaction flagrante envers le changement climatique, qui est explicable justement par ce genre de circonstances. Et ceci est très inquiétant vu les enjeux qui sont liés en termes de droits humains et en termes de crise existentielle. Pour être un peu plus positif à la fin, donc je pense en termes de solution, une partie de la solution en fait est la prise de conscience. Donc le recadrage de ce problème en termes de santé publique, c'est un problème de santé publique qui est un problème d'épuisement mental et c'est un problème sociopolitique en fait, parce que justement ça atteint toutes ces libertés et ça produit toutes ces dérives, et cet extrémisme, et ça met en danger la démocratie. Il y a en fait plusieurs des chercheurs, des sociologues qui veulent aborder ce sujet de manière en termes de crise de santé publique. Pour moi, à mon opinion, à court et à moyen terme, il faut absolument commencer par apprendre aux gens des techniques d'autogestion. Comment ils gèrent justement ces flux d'informations et ces décisions incessantes et comment gérer leur espace mental pour qu'on évite ce genre de situation dont j'ai parlé. C'est pourquoi, en fait, j'ai écrit un livre dessus. Je peux vous le recommander. C'est en anglais, par contre, sur ce sujet. Ceci dit, à long terme, en fait, n'importe quelle méthode et n'importe quelle technique ne peut rien faire si on n'aborde pas les problèmes structurels qui ont engendré ce problème. C'est-à-dire, pour commencer, il faut une rééducation massive des
des enfants, mais aussi des adultes en fait, pour apprendre aux gens à penser et non pas à travailler. Ce qui est en fait le but effectif du système éducatif actuel. Et non pas, justement, ça produit des travailleurs, surtout des consommateurs, et pas de bons citoyens. Et, il faut apprendre aux gens à penser. Ceci est partagé par plusieurs sociologues qui, justement, prennent une approche santé publique envers le problème. Il faut par contre, je pense, inévitablement arrêter et freiner ce cycle d'accélération moderne que j'ai décrit. Parce que les meilleures approches et les meilleures techniques ne peuvent pas s'y faire face. Avec ceci, j'aimerais vous remercier pour votre attention et votre temps. Et j'espère que la présentation vous a été informative.